plaisir et ne pas faire plaisir. Alors, de façon à ne pas tomber, je dirais, dans une terrible faille narcissique et un gros problème d'ego pour moi, j'espère qu'il m'a nommé pour autre chose. Non, mais ça, j'ai oublié de dire ça. J'ai oublié quelque chose de dire. Parce que cette stratégie de faire un peu en même temps. Non. C'est ça que je veux dire. Mais vos compétences, on les a de loin et j'ai eu le plaisir de vous écouter à plusieurs reprises. C'est gentil. Mais non, il est disruptif par envie, par nature, et parfois il est disruptif à travers une réflexion très profonde sur les choses, et parfois, à mon avis, il est disruptif de façon infantile. Et le problème, c'est que c'est l'histoire qui dit de quelle manière il est disruptif. J'estime, par exemple, que l'injonction pour Eurosatori, c'est infantile. Voilà. Je veux dire, c'est pas à la hauteur d'un président français. Je le dis d'autant plus qu'encore une fois, je lui dois beaucoup de choses et je suis d'une très grande fidélité à lui, mais c'est exactement pour ça que je peux me permettre de dire que quand il fait des choses de façon... C'est quelqu'un qui veut séduire en permanence et vouloir séduire les uns et les autres en permanence. Quand on est chef d'État, ça ne marche pas. Machiavel l'explique bien encore. Il ne s'agit pas de plaire aux gens, il s'agit qu'ils vous craignent. Plus personne ne craint le président, ni en national, ni à l'international. C'est ça le problème aujourd'hui. Quand il a été élu, la seule question que je me suis posée, le fait de s'être marié avec une femme qui avait 25 ans de plus que lui, comment il a pu se comporter avec ses parents et qu'il a hyper animé. Donc, le comportement. Non, je dis par là. Je dis par là. La chose suivante, c'est qu'il a un comportement du jugement et des valeurs qui sont extrêmement difficiles à comprendre au quotidien. Mais qu'il y ait des hommes et des femmes qui se marient avec des âges différents, ça peut s'accepter. Mais il peut décider de faire autrement, je ne sais pas. Il est capable de dire c'est comme ça et pas autrement. Oui, toujours, c'est le privilège du chef. Voilà. Mais c'est trop. Je ne vais évidemment pas rentrer dans la dimension psychologique, mais il a, par moment, des décisions concernant un certain nombre de points, surtout pour moi à l'international. Je ne vais pas vous raconter des choses sur ces décisions pour la réforme des retraites, ce n'est pas le sujet. Mais à l'international, oui, il y a des fois où je considère qu'il n'arrive pas à dire, au nom du respect de la complexité, qui est l'agresseur et qui est l'agressé. Alors, ça vous donne toujours au début un soutien à Israël dans l'agression du 7 octobre, et puis après, moins de 3 semaines après, interview à la BBC, Israël tue trop de femmes et d'enfants, enfin ce genre de choses. On est là-dedans en permanence. Vous êtes l'agresseur ou vous êtes l'agressé. Et ça, pour moi, ça lui fait perdre. Excusez-moi, mais c'est pas propre à Israël, effectivement, mais j'ai l'impression que vous parliez, juste dire, je vous remercie pour votre exposé qui est magnifique, Merci. Quelque chose qui est très lucide sur la situation en Israël et en France. J'ai l'impression que c'est pas le peuple français qui se retrouve avec cette espèce de dichotomie gauche-droite, etc. C'est les présidents, depuis maintenant 30-40 ans, qui n'ont pas le courage Par rapport à Israël ? Pas par rapport à Israël, mais d'avoir une politique et avoir, comme vous disiez, d'instaurer l'autorité en France. Ah oui, ça. Et là, je pense que c'est un problème. C'est pas qu'un problème de population, j'ai l'impression que c'est plutôt un problème de roi fainéant. Enfin, peut-être vous. Là, non, là, je ne peux pas rentrer dans une appréciation par rapport à la politique nationale. C'est la question de l'autorité, etc. Non, je pense que, en revanche, on peut en dire 2-3 choses à l'international. Le sentiment de la perte relative de puissance après les guerres de décolonisation a entraîné un mouvement de la France vers des organisations que la France pensait pouvoir instrumentaliser pour relayer la puissance et l'augmenter. Nous avons eu notre part dans la construction de l'Union européenne comme un relais de notre puissance. Contrairement aux autres pays qui ne le pensaient pas comme ça. Nous considérons l'ONU comme un relais de
puissance en nous accrochant au siège du membre permanent du Conseil de sécurité. La conséquence de ça, c'est que, prenons l'exemple de l'ONU dans les affaires récentes. L'ONU a raison en tant qu'organisation, quoi qu'il arrive. Et donc, lorsque l'ONU prend de mauvaises décisions ou de mauvaises résolutions, la France dit « nous soutenons l'ONU quand même », pourrait-on dire. Et ça passe plus aujourd'hui. Quand Catherine Colonna fait un rapport sur l'UNRWA, pour dire « l'UNRWA, c'est bien presque par principe », qu'elle dit « et il y a quelques petits problèmes », se décrédibilise totalement. Lorsque nous constatons que la Cour internationale de justice, qui est un organe de l'ONU, le 6e organe de l'ONU, dit des choses sur Israël, en estimant recevable la demande sur le génocide, etc. Et la réponse du Quai est « mais forcément, nous soutenons la Cour internationale de justice ». Et parce que si vous ne soutenez pas ceux qui vous donnent du pouvoir, vous perdez tout. Mais ce que refuse de voir le Quai d'Orsay, c'est qu'à l'ONU, le poisson pourrit par la tête, que nous sommes dans une situation où ni les États-Unis, ni la Russie, ni la Chine n'aiment l'ONU, que le système est en train de partir complètement de travers, mais il ne faut pas perdre l'ONU parce que c'est ce qui nous donne du pouvoir. Et c'est la même chose avec l'Union européenne. Donc, un des problèmes essentiels de la politique étrangère française aujourd'hui, c'est de s'en tenir à « nous soutenons par principe ceux qui nous aident à maintenir un petit peu de pouvoir dans le monde d'aujourd'hui ». Et c'est le contraire de De Gaulle, il parlait de l'ONU, disant ce machin. Voilà. Le deuxième élément, et je termine par rapport à Israël, c'est l'absence de compréhension des présidents français de la mentalité d'Israël. Ça a sans doute été peut-être ma force par rapport à d'autres ambassadeurs, c'est que je pense que j'avais un peu mieux compris comment Israël fonctionnait qu'eux. Comment Israël fonctionne? De façon incroyablement gaullienne. C'est-à-dire, nous construisons notre pays, nous n'avons pas besoin des autres en termes d'influence ou de conseil pour savoir comment et vers où nous voulons aller, quelles que soient les erreurs que nous commettons. Et vous l'avez chez De Gaulle dès le début. D'abord, De Gaulle est un grand admirateur d'Israël, au début, et il reçoit Ben Gourion à Paris. Si vous relisez les discours, c'est hallucinant. C'est Ben Gourion qui dit à De Gaulle, vous êtes le plus grand chef d'État, et De Gaulle qui dit à Ben Gourion, vous êtes le plus grand chef d'État. Et De Gaulle adore Ben Gourion parce qu'en fait, Ben Gourion, c'est son modèle au Moyen-Orient. Et la seule chose que De Gaulle ne va pas pouvoir supporter, c'est que, alors même que la France a soutenu Israël, aide Ben Gourion, a sorti tout le truc sur le nucléaire, les Mirage 3, tout ce que vous voulez, Ben Gourion ne veut pas suivre la demande de De Gaulle de ne pas attaquer en premier en 67. Et De Gaulle va en prendre ombrage, à titre en plus personnel, en égo, machin, et on sait que la voix de la France n'a pas été entendue. Et là, vous vous dites, mais c'est pas vrai. De Gaulle critique Ben Gourion de faire du De Gaulle. Et c'est exactement ce qui va se passer avec tous les présidents de la République, sans exception. J'enlève Giscard, qui était absolument pro-palestinien, enfin même pro-arabe. Mais tous les autres, ça commence toujours très bien. Parce que tous les présidents français, qui sont quand même assez cultivés, sont fascinés par l'histoire du peuple juif, sont fascinés par la construction d'Israël et par la réussite d'Israël. Donc ça commence toujours formidable, Israël. Et après, ils disent, la contrepartie du fait qu'on dise que vous êtes formidable, c'est que vous devez nous écouter lorsqu'on vous dit de faire une conférence comme ceci, ou un machin comme cela, ou un plan de paix, ou une feuille de route. Et là, les présidents français sont stupéfaits, Israël les envoie aux pelotes, en disant, il n'en est pas question, on fait ce qu'on veut. Vous pouvez nous aider dans la voie que nous avons choisie, mais vous n'allez pas nous dicter la voie. Et pourquoi ça ne passe pas chez les présidents français? Parce que ça renvoie la France, pour eux, à ce qu'elle est, c'est-à-dire une
puissance incapable de faire bouger un pays comme Israël. Et donc, Israël renvoie la France à son impuissance de grande puissance. Et on n'en sort pas.